là, parce qu'ils arrivent au fur et à mesure, c'est peut-être un peu long, mais voilà, on a 130 personnes qui sont inscrites, il en manque pas mal, donc voilà, on laisse le temps aux gens d'arriver, c'est pour ça qu'on présentera les choses dans pas longtemps, et on se donne 2 minutes et puis on y va, hein, d'accord? C'est bon pour nous. Oui, c'est déconnecté. Bonjour à toutes et à tous ceux qui nous rejoignent au fur et à mesure. Donc, nous sommes une quarantaine pour le moment de participants à ce webinaire. On va patienter 1 minute ou deux de plus, sachant qu'il y a à peu près 130 inscrits, dont 120 agriculteurs. Merci du coup à tous de patienter quelques petites minutes et on démarrera ce webinaire dédié à la réforme de la PAC 2023 et 2027. 2023 à 2027, pardon. Une petite précision pour ceux qui sont déjà là, donc vous ne pouvez pas parler. Par contre, on est là, nous, avec Julie, pour enregistrer vos questionnements que vous pouvez déposer sur le mode de conversation là, de l'outil. Et à chaque partie de la présentation, on en fera état pour y répondre en direct. Donc voilà, n'essayez pas de parler, vous ne pourrez pas parler. Faites des commentaires et les questions seront répercutées à chaque fin de partie et on y répondra en direct. Vous avez les indications là sur l'écran. Et Bernard Bayeris qui est déconnecté. On va attendre. Il est là, bah, il est là. Ouais, ne bouge pas. 36 parce que 100%. Est-ce que M. Bayeris est connecté? Est-ce connecté? Bonjour pour ceux qui nous rejoignent. Bienvenue à ce premier webinaire consacré du coup à la réforme de la PAC 2023-2027. Merci à toutes et à tous. Donc on va démarrer et au fur et à mesure que les gens nous rejoindront, eh bien, rentreront dans la salle et participeront avec nous à cette réunion d'échange. Tout d'abord, je voulais vous remercier à toutes et à tous, mais aussi excuser notre président. Donc, notre président Sébastien Louis, nouveau président de la Chambre d'agriculture. Il est actuellement au Salon Régal pour son inauguration et malheureusement ne peut pas participer à cette réunion. Donc, remercier également le conseil départemental qui est présent aujourd'hui. Je suis Nicolas Attès, je suis secrétaire de la Chambre d'agriculture de la Haute-Garonne. Je suis céréalier sur le nord-ouest du département. Production d'ail de Cadour également. Donc j'avais à cœur de participer à cette réunion. Alors ce webinaire, pourquoi il a été initié en partenariat avec la Chambre d'agriculture et le conseil départemental? Parce que sur le mois de novembre, nous avons fait pas moins de 9 réunions sur le terrain, pas loin de 9 réunions sur la réforme de la PAC 2023-2027 et c'est pas moins de 800 agriculteurs qui ont été vus
lors de ces réunions et on est très, très, très satisfait des échanges qu'il y a pu avoir et de la participation et la présence des agriculteurs. Ça prouve bien l'intérêt qu'il y a à bien analyser cette réforme, autant bien au niveau de la conditionnalité, que ce soit la définition de l'actif agricole et 67 ans et plus. J'ai quand même envie de dire bravo à tous les services, Chambre d'agriculture, conseil départemental, administration par le biais de la DDT qui nous avait accompagnés sur ces réunions. Aujourd'hui, on a pas moins de 120 agriculteurs qui sont inscrits à ce webinaire. Ce webinaire qui est un peu une première, mais il va falloir, je pense, s'y habituer parce que c'est quand même un modèle pour le développement et les échanges pour notre agriculture de demain. Ça peut faciliter aussi en termes de déplacement, ça peut rendre plus disponibles les agriculteurs. Au-delà de tout ça, avec la conditionnalité et les contraintes qu'il peut y avoir sur la nouvelle PAC, il va y avoir tout ce qui est MAEC pour compenser, pour faire émarger le maximum d'agriculteurs. Et les services de la Chambre sont mobilisés, sont pleinement à votre disposition. Quand je dis les services de la Chambre, c'est aussi et surtout les techniciens de secteur qui vont être à votre entière disposition. N'attendez pas le 1er avril et l'ouverture de Télépac pour vous poser la question si votre exploitation sera impactée ou pas par la nouvelle conditionnalité. Mais dès aujourd'hui, dès demain, ils se tiennent à votre disposition et je pense que tout ce qui est MAEC et ces choses-là, nous serons à même avec aussi le conseil départemental et je le répète, capable de vous accompagner. Et je souhaite une bonne réunion à toutes et à tous et j'excuse encore notre président. Et je vais donner la parole à Bernard Bagnéris qui va nous dire un petit mot, malheureusement, avant de nous quitter. Mais bienvenue à toi, Bernard, et bonne réunion à toutes et à tous. Et encore merci d'être là. Bien, merci Nicolas. Je ne serai pas très long. Je reprendrai à l'envi les mots que tu viens de porter. Je tiens à souligner dans quel travail partenarial on a travaillé sur cette PAC cette année et les années précédentes, qui font qu'aujourd'hui, l'ensemble des agriculteurs de la Haute-Garonne ont droit à des conseils et un accompagnement gratuit de l'ensemble de nos conseillers, qu'ils soient chambre ou conseil départemental. Donc, on a fait un vrai travail d'information, c'était important. Cette nouvelle PAC va induire de nouvelles règles auxquelles il faut être attentif avant son démarrage pour ne pas se tromper dans les choix. Tu l'as répété, l'ensemble des conseillers, qu'ils soient de la Chambre ou du conseil départemental, sont là sur l'ensemble du territoire pour conforter les appréciations et les décisions que prendront les exploitants pour entamer cette nouvelle PAC. Voilà, il y a des enjeux forts, des enjeux nouveaux. On a parlé à un moment donné d'un contrôle satellitaire. Aujourd'hui, la DDT ne sera pas là pour nous accompagner, mais moi, je tiens particulièrement à démystifier ce monitoring qui, dans son nom, nous semble dire qu'on a un contrôle en permanence, comme si on avait une caméra au-dessus de nos parcelles. Eh bien non, ce n'est pas tout à fait ça. Et ce que l'on peut voir grâce aux images de ce satellite qui apportera des informations, mais qui ne seront pas les seules. L'information première, ce sera l'information que vous traduirez au travers du référentiel parcellaire graphique, le RPG, là où vous déclarez vos surfaces effectives à la PAC. L'instrument satellitaire ne sera là que pour vérifier qu'il y a à minima une culture sur une surface, et vu sa résolution, il ne pourra pas aller bien plus loin dans les interprétations, même si par ailleurs on nous affiche de l'intelligence artificielle. Tout ça, c'est des mots, c'est une réalité, mais il ne faut pas en avoir peur. Et la DDT et l'ASP reconnaissent aujourd'hui ce qui n'existait pas par ailleurs, le droit à l'erreur. Donc, on aura une possibilité de revenir sur ce que nous avons déclaré.
Voilà ce que je voulais vous dire. En tous les cas, un partenariat fort entre la Chambre et le Conseil départemental dont je me réjouis parce que c'est l'ensemble de l'agriculture haut-garonnaise qui est impacté par ce travail de l'ensemble de nos deux équipes et je le salue et je vous souhaite donc une bonne réunion en web binaire, un nouveau mode d'interpellation à la fois des agriculteurs et aussi vers les institutions. Je pense, comme l'a dit Nicolas, nous serons amenés à nous retrouver sous cette forme qui est loin d'avoir l'ensemble des charmes du présentiel, mais qui aussi a ses efficiences pour pouvoir contacter un maximum de personnes. Je vous souhaite un bon webinaire et donc soyez bien attentifs à cette nouvelle PAC et surtout prenez-en la dimension de suite avant de rentrer dans vos déclarations. À tous, bon après-midi et merci de votre attention. Au revoir. Donc, Camille Giordano, conseillère agricole à la Chambre d'agriculture. Donc, avec Christophe Bruno du conseil départemental, on va vous faire la présentation PAC. Juste vous rappeler quelques règles pour le fonctionnement de ce webinaire. Donc, seuls nous, les intervenants, pouvons prendre la parole. Si vous avez des questions, vous pouvez le faire dans le chat qui est à votre disposition. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions et elles seront traitées entre chaque partie de présentation. Voilà, elles seront reprises au fur et à mesure. Alors aujourd'hui, nous allons voir plusieurs choses ensemble. Donc l'évolution de la nouvelle réforme, le découpage des enveloppes des aides, les différentes définitions, les aides découplées, l'éco-régime, la nouvelle aide qui rentre en place, les aides couplées végétales et animales, les aides du second pilier et on finira par la conditionnalité. Alors, vous dire rapidement qu'au niveau de la nouvelle réforme, l'architecture de la PAC ne change pas par rapport à ce qu'on connaît actuellement. On a toujours le principe des deux piliers. Le premier pilier avec les aides découplées et les aides couplées, et le second pilier qui comprend notamment les MAEC, les aides bio, l'ICHN, l'assurance récolte. Donc, en termes de nouveautés, je vous l'ai dit en préambule, l'éco-régime, nouvelle aide dans la PAC 2023. Donc, on fera un focus là-dessus. Et on parlera également sur la conditionnalité, puisqu'il y a pas mal de nouveautés là-dessus. Elle est renforcée par l'intégration du paiement vert, des critères du paiement vert. Et nous avons également un nouveau domaine en conditionnalité, qui est le domaine social. En termes de budget, comme vous pouvez le voir à l'écran, la répartition, alors ça, c'est la répartition des paiements directs du premier pilier. Donc, à gauche, ce qu'on avait actuellement, et l'évolution à partir de 2023. Donc, ce qu'il faut retenir principalement, c'est que l'enveloppe des DPB, elle va augmenter. Du coup, on était à un DPB moyen national qui était de l'ordre de 112 € actuellement, à un DPB qui passera à 127 € à partir de 2023. Donc ça, il y aura une convergence, on en reparlera tout de suite après. Le paiement vert disparaît et à la place, donc c'est l'éco-régime qui vient dans le budget avec une légère baisse. Le paiement redistributif, lui, ne bouge pas. On est toujours sur le même ratio, 10% du budget. En revanche, pour l'aide JA, le paiement JA, ça c'est une volonté au niveau national. Donc le budget a été revu à la hausse. Et au niveau des paiements des aides couplées, donc animales et végétales, le budget global ne change pas, mais c'est entre les aides végétales et animales que c'est joué. Sur la répartition du second pilier, alors vous dire surtout, l'ICHN ne va pas bouger en termes de budget, c'est juste une variation en fait en termes de financement interne, les parts de financement qui vont bouger. On a une augmentation du budget sur les MAE, également sur les aides bio et aussi sur les aides assurance récolte. Les dispositifs régions où on retrouve notamment la DJA, les aides leaders, le budget global ne va pas changer. Et pour les aides autres dispositifs, donc j'entends derrière tout ce qui est aide à l'investissement, on a également une augmentation de budget. Moi, je vais passer sur la définition de l'agriculteur actif.
C'est un élément vraiment nouveau sur la PAC. Premier critère pour être reconnu agriculteur actif, donc la notion d'agriculteur actif permet de bénéficier des aides PAC et des DPB. Donc, le premier critère, c'est que l'agriculteur doit être cotisant à Texa. Ça concerne tous les agriculteurs jusqu'à 67 ans. Le minimum, c'est cotiser à Texa pour pouvoir accéder aux aides PAC. À savoir que la cotisée à Texa, c'est 2/5 de la surface minimale d'assujettissement. Alors, en fonction des secteurs, c'est un peu plus de 6 hectares pour des zones nord toulousaines, Lauragais, Valais, un petit peu plus de 4 hectares pour des zones comme le Comminges. Voilà. Donc, chaque secteur, chaque zone a son niveau de surface minimale d'assujettissement et donc des surfaces minimales pour cotiser à la Texa. Pour voir si on est cotisé à Texa, on regarde sa feuille de cotisation MSA et généralement, c'est précisé. Et ensuite, un autre critère pour les gens qui, à partir de 67 ans, même s'ils sont cotisés à Texa, c'est si les gens bénéficient d'une prestation retraite, qu'elle soit du régime agricole ou du régime général, ces gens-là ne peuvent plus percevoir les primes PAC. Voilà. Donc ça a un effet important parce qu'on a énormément d'agriculteurs sur des petites surfaces qui ne pourront plus accéder aux primes PAC. Pour les sociétés, les règles sont les mêmes pour les gérants de sociétés. Les gens qui sont associés exploitants dans une exploitation, il faut qu'au moins un des associés exploitants de la structure sociétaire respecte les règles de l'agriculteur actif. Donc l'âge et la cotisation à Texa. Voilà, donc c'est quelque chose qui va se mettre en place, qui va être effectif en 2023 et qui va nécessiter, pour certaines, de faire des modifications, soit pour les sociétés de changer de gérant, soit pour des exploitants qui ont 67 ans, de le transférer l'exploitation à quelqu'un d'autre. Et toutes les sociétés, bien évidemment, sont concernées. Alors, on a des cas particuliers. Un des cas pour les sociétés, c'est quand on n'a pas de gérant cotisant à Texa, qu'on est sur des gérants salariés. Dans ce cas-là, le gérant salarié doit être cotisé à la MSA en tant que dirigeant de société salarié. Il doit être minoritaire en capital, mais détenir au moins 40% du capital social de la société pour pouvoir, et que la société, bien évidemment, exerce une activité agricole. Et dans ce cas-là, cette société pourra bénéficier des aides PAC. Et ensuite, les cas spéciaux, c'est les structures de droit public de type lycée agricole, collectivités, chambres, etc., qui ont des exploitations. Eux peuvent accéder aux aides PAC. Et ensuite, tout ce qui est association loi 1901 qui posséderait une exploitation, qui peut là aussi aller bénéficier des aides PAC. Donc, on va passer maintenant à la définition jeune agriculteur. Donc, et jeune agriculteur, toute personne de moins de 40 ans, à la date de la demande, c'est important, qui respecte les règles de chef d'exploitation d'agriculteur actif, c'est-à-dire cotisant à Texa, et qui justifie d'une compétence par le biais d'un diplôme. Alors, soit il est titulaire d'un diplôme de niveau 4, donc style diplôme agricole de type bac pro, BPRA, BTA ou diplôme supérieur, BTS, etc. Ou s'il est titulaire d'un diplôme de niveau 3, quelle que soit la spécialité, et qu'il justifie de 24 mois d'activité dans le secteur agricole sur les 3 dernières années. Ou prouver de l'exercice d'une activité professionnelle pour les gens qui n'ont pas de diplôme d'au moins 40 mois au cours des 5 dernières années. Alors, l'intérêt de ce statut de JA, il est premièrement pour accéder à l'aide complémentaire JA qu'on verra tout à l'heure, qui est quand même intéressante, et ensuite, ça permet aussi d'accéder au programme réserve JA en priorité. Alors, on a aussi une définition du nouveau agriculteur. Donc, pour être nouveau agriculteur, pareil, respecter les règles de l'agriculteur actif, à Texa. Pas de retraite si à partir de 67 ans. Justifier d'un diplôme de niveau 3, quelle que soit la spécialité, ou prouver l'exercice d'une activité professionnelle dans les secteurs de la production agricole dans les de 24 mois au moins sur les 3 dernières années.
Là, l'intérêt, c'est de pouvoir accéder en priorité à la réserve DPB nationale. Alors, on va continuer sur les DPB. Donc, sur les droits à paiement de base, pas de nouveauté, je dirais de grandes nouveautés. Pour accéder au DPB, il faut toujours être agriculteur actif, avoir un numéro ciré et avoir des surfaces qui peuvent permettre de bénéficier de ces DPB. Donc, ça, c'est les 3 critères principaux. Pour 2023, donc, on va avoir des DPB qui vont s'appeler des DPB nouveaux, DPBN. Donc la conservation du portefeuille DPB ne change pas, vous aurez toujours le même nombre de DPB. Les remontées à la réserve après 2 ans d'inactivation sont toujours en activité, donc c'est les règles actuelles, ça ne change pas. Par contre, ce qui change, c'est qu'on n'a plus de taxation sur les transferts de DPB sans terre. Donc aujourd'hui, la taxation sur des transferts de DPB sans foncier, c'est 30%. Donc l'intérêt de cette partie-là, c'est qu'on peut penser que les clauses de transfert vont être beaucoup plus simplifiées sur le point administratif. Ensuite, ce qui va se mettre en place aussi, c'est vous allez avoir une petite revalorisation de vos DPB en 2023 pour tenir compte de l'augmentation de l'enveloppe, comme a pu vous le montrer Camille. Donc, ce qui fait que la valeur du DPB moyenne nationale va passer à 127 € et il était à 112. Et ça va avoir un peu le même effet sur vos DPB, du fait que ça va suivre cette évolution d'enveloppe. La réserve DPB sera prioritaire pour les JA et les nouveaux installés. C'est pour ça que, comme je vous l'ai présenté, le statut est important. Et ensuite, comme la convergence des aides, la valeur des DPB se continue en 2023-2025, on avait une convergence aujourd'hui qui était jusqu'à 70% de la valeur moyenne nationale, et on va avoir une convergence qui va monter à 85%. Donc globalement, le DPB d'un agriculteur qui va au maximum de la convergence, s'il était assez bas, se situera à peu près à 106 € par rapport à 85% de 127 €. Voilà pour les DPB, pas de grandes nouveautés, on dira. Le paiement redistributif, pas de changement dans ces règles-là, toujours un paiement redistributif sur les 52 premiers hectares. Il faut être agriculteur actif, détenir quelques DPB. On a la transparence GAEC pour les sociétés de type GAEC, et ensuite un montant de l'aide estimé à 48 € l'hectare. Donc là, pas de changement. Ensuite, concernant l'aide complémentaire aux revenus pour les jeunes agriculteurs, c'était une aide qui existait déjà sur la précédente programmation. Donc, on était sur une aide à 70 € l'hectare, plafonnée à 32 hectares. Ça représentait une aide à peu près de 22 000 €. Aujourd'hui, on passe sur une aide forfaitaire qui va se situer, l'estimation est faite à 4 469 €. L'enveloppe aide JA a été pas mal augmentée, vous l'avez vu. La durée de l'aide, c'est 5 ans. On a une continuité entre l'ancienne programmation et la nouvelle programmation, c'est-à-dire qu'un jeune qui aura 3 années sur l'ancienne programmation, il lui restera 2 ans sur la nouvelle, donc il n'y a pas de problème particulier là-dessus. Transparence pour les GAEC, donc les critères, c'est être JA, donc maximum 40 ans, être agriculteur actif, détenir une fraction de DPB, être installé depuis moins de 5 ans, et ensuite les règles de formation, 4 ans, ou niveau 4, ou 3 en fonction de l'expérience professionnelle, ou sans diplôme, mais avec une expérience professionnelle de 40 mois. Voilà, sachant que les jeunes qui seront dans des sociétés pourront bénéficier, ou qui rentrent dans des sociétés, la société pourra bénéficier de l'aide complémentaire JA. Les questions. Donc on vient de finir la première partie. Donc, alors, il y a plusieurs questions qui sont arrivées sur le chat. Donc la première, c'est comment s'assurer de cotiser à la Texa? Comment on le sait en fait, quoi. Alors le cotisat à Texa, comme je le disais, on peut le savoir en regardant sur son relevé de cotisation. C'est précisé à Texa ou ça l'est pas. Ce qui est certain, c'est que quelqu'un qui est retraité agricole, qui a gardé des surfaces de subsistance, c'est sûr, il ne sera pas cotisé à Texa. Ça, c'est certain.
Ensuite, on a les gens qui sont en dessous de surface minimale, des 2/5 de la surface minimale d'inscription de cotisation à la TEXA. On a ensuite tout le cas des maraîchers, des gens qui ont du hors-sol, etc., qui ont des coefficients qui leur permettent d'avoir des équivalents de surface plus élevés, qui eux sont d'office cotisés à la TEXA, voire cotisants à titre principal. Donc voilà. Mais les gens qui sont sur des surfaces, comme je citais tout à l'heure, pour le Lauragais, à 6 hectares et en dessous, c'est sûr, ils ne sont pas cotisés à Texas sur des systèmes classiques. Et en fonction des zones avec des SMA inférieurs à 15 hectares ou à 10 hectares, on est sur des exploitations qui, à partir de, voilà, il faut, certains secteurs, c'est 4 hectares et un petit peu plus de 4 hectares, voire d'autres secteurs dans le Comminges, on est à 3 hectares et demi. Donc ça, c'est mais si vous voulez le voir immédiatement, si vous avez un relevé de cotisation MSA, vous voyez, c'est précisé dessus, en plus. Donc, en question complémentaire, y compris les SCEA, mais j'imagine que oui. Les SCEA sont dans la même situation. Si un des associés ne respecte pas les règles de l'agriculteur actif, hein, c'est-à-dire cotiser à Texa ou 67 ans, mais sans bénéficier de retraite, effectivement, la société ne pourra pas bénéficier des aides PAC. Donc, il faut envisager soit de changer de gérant ou de transférer la gérance sur quelqu'un qui répond aux critères. Il ne faut pas tarder à le faire, hein, dès que vous avez des situations comme ça, parce que je pense que les centres de gestion vont être un petit peu engorgés et donc, voilà, il faut vraiment anticiper, quoi. Si j'ai moins de 2/5 de la SMA, on n'a aucune aide, y compris la DGA? Alors, par rapport à l'aide, de toute façon, si on est à moins de 2/5 de la SMA et qu'on est sur une activité spécifique, hein, je sais pas moi, où on peut comptabiliser du temps, donc il faut voir avec la MSA pour être comptabilisé. On peut même être agriculteur à titre principal. Ça dépend de l'activité de l'exploitation. Mais ce qui est certain, c'est qu'une exploitation qui est un système céréalier ou polyculture élevage classique, en dessous de 2/5 de la SMA, on ne cotise pas à la TEXA. Par contre, quelqu'un qui a un atelier spécifique, hein, je ne sais pas, des serres, des surfaces comme ça, on est sur quelque chose de différent. Les coefficients d'équivalent surface ne sont pas les mêmes. Un cotisant solidaire est-il agriculteur actif? Le cotisant solidaire, s'il n'a pas la TEXA sur sa feuille de cotisation, il n'est pas agriculteur actif. Ce qui définit le fait d'être agriculteur actif, c'est d'être cotisé à l'assurance accident du travail et maladie professionnelle, qui correspondent sur un système classique céréalier, polyculture, élevage, en dehors des cultures spéciales, à 2/5 de la surface de la SMA. Si j'ai moins de 67 ans, mais que je suis déjà retraité, est-ce que je peux avoir de PAC? Alors, quelqu'un qui a 67 ans, moins de 67 ans, qui a pris sa retraite agricole, il ne sera pas cotisé à TEXA. Il sera toujours en dessous des 2/5 de SMA. L'aide spécifique pour les nouveaux agriculteurs, c'est donc l'aide au JA depuis de 40 ans, c'est ça? De moins de 40 ans. L'aide aux nouveaux exploitants. Les nouveaux exploitants n'ont pas d'aide, hein. C'est juste qu'ils sont prioritaires. Le statut de nouveaux exploitants leur donne accès prioritaire à la réserve nationale de DPB. C'est-à-dire que quelqu'un qui va reprendre des terres où il n'a pas pu avoir de DPB, il va pouvoir alimenter son exploitation en DPB par le biais de la réserve en faisant une demande. Alors, il y a une question, l'aide forfaitaire égale non dépendante de la surface. Donc, oui. C'est bien 4 469 € par an. Tout à fait. C'est vraiment une nouveauté et c'est quand même une aide assez intéressante. Et d'ailleurs, le niveau de l'enveloppe JA a été quand même fortement augmenté avec la nouvelle PAC. Encore deux questions. La AE-EXA égale à la TEXA. Alors, je ne connais pas, moi, la AE-EXA. Moi non plus, je ne connais pas.
Aujourd'hui, ce qui est marqué clairement dans tous les textes, c'est Atexa. Et la dernière question, on peut trouver les équivalences SMA pour les activités de charge, serre, etc. Alors, Oui. oui, on peut demander soit à la MSA. Dans certains cas, je pense que les conseillers agricoles, on peut avoir ça, on a ça, il faut qu'on recherche, mais on a ces éléments-là, oui, tout à fait. C'est des éléments, les équivalents de surface, souvent, c'est des éléments primordiaux pour les cotisations MSA et pour calculer si on est agriculteur à titre principal, secondaire, cotisé à Texa, pas à Texa. Donc, c'est des éléments, quand on a des cultures spéciales, généralement, qu'on a mis, ou des activités particulières qu'on a mis en place, quoi. OK. Allez, je reprends la main. Donc, on va parler maintenant de l'éco-régime, donc la nouvelle aide. L'éco-régime, il y a 3 possibilités d'y avoir accès. Donc, vous voyez à l'écran la voie des pratiques agricoles, la voie des certifications et la voie des IAE. IAE, infrastructure agroécologique. Et il y a 3 niveaux de paiement. Dans tous les cas, pour accéder à l'éco-régime, il faut un minima, peu importe la voie que vous choisirez, il faut au moins atteindre le niveau 1 pour pouvoir prétendre à l'éco-régime. Donc, on va détailler assez rapidement les 3 voies. Donc, si je prends la voie des pratiques agricoles, vous voyez qu'il y a 3 sous-domaines, les surfaces en terre arable et de diversification, les surfaces en prairie permanente et les surfaces en culture permanente. Surface en culture permanente, c'est principalement tout ce qui est vigne et arboriculture. Si par exemple, vous avez une petite vigne sur l'exploitation, si la partie vigne représente moins de 5% de votre SAU, du coup, ce domaine-là sera réputé conforme sans qu'on en vérifie les critères. Et ça, cette règle des moins de 5%, c'est valable aussi pour les 2 autres domaines. Du coup, si vous choisissez cette voie, il faut atteindre le même niveau partout sur les domaines par lesquels vous êtes concerné. Par exemple, si vous avez un niveau 1 sur les surfaces en terre arable et un niveau 2 sur les prairies permanentes, à la fin, vous toucherez finalement que le niveau 1 qui est à 60 € de l'hectare. Il faut avoir le niveau 2 partout pour pouvoir obtenir 80 € de l'hectare. Donc, je vais détailler sur les surfaces en terre arable et de diversification. C'est une histoire de scoring de points que vous obtenez en fonction de production des cultures que vous produisez. Donc, le niveau 1, il faut obtenir 4 points pour obtenir 60 € de l'hectare. Le niveau 2, pour 80 € de l'hectare, c'est 5 points. Donc, en fait, il y a des catégories de cultures qui ont été établies, que vous voyez à l'écran. Donc, il y a une catégorie prairie temporaire et jachère, une catégorie fixatrice d'azote où on retrouve tout ce qui est légumineuse et protéagineux, donc soja, luzerne, haricots, pois, par exemple. Ensuite, il y a un gros pavé sur les céréales. Donc, les céréales d'un côté d'hiver, de l'autre céréales de printemps, plantes sarclées, les oléagineux d'hiver et les oléagineux de printemps. Et ensuite, il y a d'autres catégories, autres cultures de terre arable, principalement, ça c'est pour le maraîchage, mais pas que. On y retrouve aussi le sarrasin et le maïs doux. Ensuite, une catégorie faible surface en terre arable. Et pour finir, la catégorie des prairies permanentes. En fonction de ce que vous produisez, chaque catégorie a un minimum, un pourcentage minimum à obtenir. Et en fonction du pourcentage que vous obtenez, il y a un nombre de points attribués. Donc, si je prends la catégorie des prairies temporaires et jachères, vous voyez que si j'obtiens un minimum 5% de mes terres arables qui sont des prairies temporaires ou des jachères, j'aurai déjà 2 points. Donc, cette catégorie-là amène rapidement des points et également la catégorie fixatrice d'azote amène rapidement des points. Donc, ça, c'est pour le premier domaine, sur les pratiques agricoles. Ensuite, on parle des surfaces en prairie permanente. Là, c'est une notion de prairie permanente non labourée. Donc, pour obtenir le niveau 1, il faut avoir moins de 20% de ces prairies permanentes non labourées. Et pour le niveau 2, c'est moins de 10%. Quand je parle de prairies permanentes non labourées, vont rentrer dans ce calcul, dans ce ratio, uniquement les prairies permanentes que l'on va retourner, enfin qu'on va labourer pour réensemencer une prairie derrière. Si vous labourez une prairie permanente pour faire une céréale, ça ne rentrera pas dans ce calcul-là.
Et enfin, le dernier domaine sur la voie des pratiques agricoles, c'est les surfaces en culture permanente, comme je vous ai dit, vignes et arboriculture. Donc là, c'est une notion de couverture végétale sur les interrants. Donc niveau 1, il faut obtenir 3/4 de ces interrants avec la couverture végétale, et le niveau 2, il faudra atteindre 95%. Sur la voie des certifications, donc là, il y a 3 niveaux de paiement. Le premier niveau, il faut obtenir ce que l'on appelle la certification environnementale niveau 2+. Donc, c'est le palier intermédiaire entre la certification environnementale niveau 2 et le niveau HVE. Donc, à minima, il faut respecter les critères du niveau 2. Et en plus, on vous demandera de valider un des 4 indicateurs de la HVE. Alors, les 4 indicateurs, c'est la gestion de la fertilisation, il y a l'irrigation, les produits phytosanitaires et la biodiversité. Le niveau 2, c'est carrément l'obtention de la HVE. Alors, la HVE, le cahier des charges vient d'évoluer. Il y a un nouveau cahier des charges qui est sorti. Donc, pour ceux qui seraient déjà certifiés en HVE avant le mois d'octobre 2022, ces personnes-là pourront en 2023 uniquement aller chercher l'éco-régime par la voie des certifications avec la HVE. À partir de 2024, il faudra qu'ils se soient mis en conformité avec le nouveau cahier des charges. Et enfin, sur la voie des certifications, il y a un 3e niveau qui a été rajouté, donc il y a 110 € l'hectare. Ça, c'est uniquement pour les exploitations 100% bio. Et là, je parle uniquement des surfaces. S'il y a un atelier d'élevage à côté, il ne sera pas regardé. C'est les surfaces qui doivent être 100% bio. Petite précision, il faut avoir 100% des parcelles en conversion ou déjà en production bio. Mais attention, il faut au moins qu'il y ait une parcelle qui soit déjà en production bio et qui ne touche pas l'aide CAB, l'aide du second pilier pour la conversion à l'aide bio. La dernière voie, donc c'est les IAE, infrastructures agroécologiques. C'est un pourcentage qu'il faut obtenir. Donc niveau 1, entre 7 et 10% par rapport à la SAU. Et le niveau 2, plus de 10%. Ce qu'on appelle IAE, c'est tous les éléments paysagers tels que les arbres, les bosquets, les mares, mais également sont compris dedans les bordures sans production, telles que les bancs tampons et les bordures de champs, et quelques lisières de bois, et également les jachères rentrent dans les IAE. Voilà pour l'éco-régime. À savoir que en plus de cette aide-là, il y a un bonus de l'ordre de 7 € par hectare en plus, qui est possible à condition d'avoir sur l'exploitation plus de 6% de haies par rapport à la SAU, mais également, il faut que ça représente plus de 6% de haies par rapport aux terres arables. Et enfin, il faut qu'il y ait une certification haies pour pouvoir prétendre à ce bonus. Alors, certification haies, la liste nationale des labels pouvant rentrer dans cette voie-là n'est pas encore sortie. C'est juste qu'il y a le label haies qui est connu à ce jour, mais les autres ne sont pas encore connus. Pour accéder à ce bonus, on ne peut l'activer uniquement si on est passé par la voie des pratiques agricoles ou la voie des certifications. On va passer aux questions. Donc, il y a quelqu'un qui n'a pas bien compris la règle des 5% au début, là, par rapport. Alors, dans la voie des pratiques agricoles, comme vous avez 3 domaines, si jamais, par rapport au domaine, si vous avez par exemple quasiment que de la prairie permanente et que vous avez un tout petit peu de céréales, si ces céréales, donc les céréales sont concernées par le premier domaine, surface en terre arable et de diversification, si vos céréales représentent moins de 5% par rapport à votre SAU, en fait, ce domaine surface en terre arable et diversification est réputé bon directement sans que vous soyez obligé de vérifier l'histoire du nombre de points. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, une question qui n'a rien à voir avec le sujet, mais est-ce qu'on pourra récupérer le PowerPoint
Oui. Alors, pour la présentation, sachez que déjà, elle est enregistrée. Donc, du coup, vous recevrez, tous ceux qui s'étaient inscrits au webinaire recevront le lien pour la présentation. Et après, ils seront diffusés. Dans tous les cas, la présentation sera diffusée sur les sites Internet, que ce soit au niveau chambre d'agriculture ou même au conseil départemental. Alors, quel type d'enherbement est pris en compte pour les cultures permanentes? Les temporaires sont-elles éligibles? En fait, on demande un couvert. Hein, c'est pas, on n'est pas sur. C'est une notion de couverture végétale. On n'a pas plus de critères par rapport à ça. Vous avez compris là. La différence entre terre arable et SAU? Alors, la SAU, c'est tout ce qui est tout ce que vous avez sur l'exploitation qui est admissible. Les terres arables, en fait, c'est la SAU à laquelle on enlève tout ce qui est prairie permanente, donc vraiment les codes prairie permanente, PPH notamment, et tout ce qui est culture permanente, donc comme la vigne et l'arboriculture. C'est la différence entre les deux. Pour les bio, concrètement, une exploitation en conversion, mais plafonnée en termes de paiement, et qui est certifiée sur 100% de la SAU, active-t-elle les 110 € d'éco-régime? Non, parce que vous êtes 100% en conversion. Il faudrait au moins qu'il y ait une parcelle qui soit déjà en bio et qui du coup ne touche pas l'aide CAP, l'aide à la conversion. Sur le bio, la voie bio, c'est-à-dire qu'on doit déjà vendre en bio, ou s'il y a une conversion, c'est bon. Oui, mais oui, mais c'est juste qu'il faut une parcelle qui soit déjà, il faut juste une parcelle produite en bio dans la certification. Et on parle de parcelle, on ne parle pas de surface minimale. Quelqu'un qui demande si on a un simulateur pour aider les agriculteurs à simuler l'éco-régime. Tout à fait. Dans les deux structures, on est équipé pour pouvoir vous faire des simulations individuelles. On en reparlera justement à la fin du webinaire. Mais c'est prévu. Est-ce qu'il est possible de diffuser la présentation? Alors, après, c'est quand même des présentations qui nous concernent, le conseil départemental et la chambre. Alors, c'est dommage de ne pas le faire avec nous, en tout cas. Mais pourquoi pas? Mais c'est des choses qu'il faut diffuser avec parcimonie. Vous voyez les questions qu'il y a derrière. Donc, il faut quand même des gens qualifiés derrière pour y répondre. Est-ce qu'on peut faire une simulation de son assolement en janvier ou en février pour savoir où on en est? Tout à fait. Même avant. Enfin, avant, et décembre. Il y a quelqu'un, une dernière question. Une seule voie d'accès, si on veut améliorer ses pratiques culturales, on ne peut pas en même temps travailler sur les IAE. C'est deux notions différentes. Vous choisissez la voie qui la plus facile pour vous pour obtenir le paiement. C'est-à-dire que si vous choisissez la voie des IAE, ben, du coup, vous n'avez pas besoin de respecter tout le volet là qu'il y a dans les pratiques agricoles. Vous choisissez la voie par laquelle vous voulez accéder à l'éco-régime. Et pour le coup, la déclaration, elle est annuelle. Donc, peut-être qu'en 2023, vous allez choisir la voie des IAE. Et en 2024, ça vous sera plus facile de passer par la voie des pratiques agricoles ou par la voie des certifications parce que vous serez rentré dans un cheminement de certification. Voilà. C'est bon? Passer au prochain sujet. Donc, je vais reprendre la main sur, sur les aides couplées végétales. Donc, en ce qui concerne les aides couplées végétales, on a l'aide blé dur, l'aide soja, c'est des aides qui ne changent pas, qui sont toujours prévues. Pour le blé dur, il faut justifier d'un contrat annuel. 61 € l'aide hectare prévue. On est bien. Alors, sur les aides couplées, on est sur des enveloppes. Donc, en fonction
du dépassement d'enveloppe ou pas, le niveau de l'aide va bouger. Et ça a été vraiment le cas pour le soja, parce qu'aujourd'hui, l'aide de soja est affichée à 104 € pour 2023. On a une enveloppe protéagineuse qui devrait être, qui était beaucoup plus élevée que ce qu'on avait en 2022, ou la PAC 2014-2022. Ce qui fait qu'on peut espérer que sur le soja, on aura une aide qui se situera pas loin de ce niveau-là. À savoir, pour rappel, l'aide soja 2021 on était à 36 € l'hectare. Voilà, lié au dépassement d'enveloppe. Donc le fait d'avoir des enveloppes est important. Les aides légumineuses fourragères à semences, pareil, ça continue. Il faudra justifier d'un contrat avec un multiplicateur de semences. Des espèces ont été rajoutées, le méliote, la jarros, la céradelle, pois, lupin, féverole. On est sur un montant à 104 €. Les aides à la production de protéagineux continuent. Donc les espèces éligibles, c'est pois, féverole, lupin. On a le pois cassé qui s'est rajouté. On a les productions de semences de ces cultures qui rentrent là-dedans. Donc on est sur une aide à 104 € l'hectare. Ensuite, on a une nouvelle aide qui est l'aide à la production de légumes secs, de type lentilles, haricots, pois chiches, fèves, plus les productions de semences de ces espèces. Donc le montant de l'aide est prévu à 104 €. Alors pour ces deux aides-là, le mélange avec des céréales est possible. Si on a plus de 50% de protéagineux dans le mélange de semences et dans les pieds levés, c'est-à-dire que la densité de la culture, on doit avoir une prédominance du protéagineux. Donc attention sur les mélanges céréales à paille, féverole, on n'est pas souvent dans le cas de plus de 50% de féverole. Une nouvelle aide concernant les petits producteurs de légumes et de petits fruits. Donc c'est une aide qui concerne, il faut produire les petits producteurs, donc qui produisent minimum, il faut avoir 0,5 hectare de légumes frais, un demi-hectare de légumes frais, hors pommes de terre primeurs, ou de petits fruits rouges. Les arbos sont exclus de ce dispositif. Exploiter maximum 3 hectares de SAU sur l'exploitation. Et on est sur un montant d'aide à 1 588 € l'hectare, avec la transparence GAEC qui s'applique. Voilà. Et par contre, les maraîchers, les petits maraîchers qui voudraient rentrer dans ce dispositif, comme je le disais en début, il faudra qu'ils fassent un dossier PAC, donc numéro package, etc. Tout ce qui permet de rentrer, de créer un compte PAC. Une aide importante aussi, c'est l'aide à la production de légumineuses fourragères, donc qui est maintenue, donc avec les espèces que l'on connaissait, luzerne, trèfle, etc. Les mélanges entre ces légumineuses sont autorisés et bénéficient de l'aide. Et ensuite, les mélanges de légumineuses prépondérantes et graminées seront éligibles à l'aide uniquement sur l'année de semis. Donc, vous mélangez une luzerne avec une graminée, voilà. La luzerne est prédominante, mais elle bénéficiera de l'aide uniquement sur la première année. On a un niveau d'aide à 149 € l'hectare. Pour accéder à cette aide, il faut détenir au moins 5 UGB sur l'exploitation ou faire un contrat direct avec un éleveur. Alors la grosse nouveauté, c'est que l'éleveur peut souscrire plusieurs contrats avec des céréaliers et peut dans le même temps demander l'aide de lui-même. Donc c'est important, ça va un peu ouvrir les possibilités pour les éleveurs de bénéficier d'un peu plus de légumineuses. Alors les questions, si vous avez des questions. Mais il n'y a pas de questions. Par contre, il y a des reliquats de questions d'avant. Alors, on peut peut-être. Oui, vas-y. Allez-y. En fait, il y a une question qu'on n'a pas vue ou que j'ai pas vue, peut-être qui est arrivée après. Pour le bio, le maintien disparaît? Non, on va le voir tout à l'heure. Donc, on va le voir tout à l'heure. Si j'ai 5 cultures différentes, donc j'ai bien 5 points d'éco-régime, mais ça suffit. Et pas forcément 5. Enfin, il faut que 5 cultures, c'est bien, mais c'est surtout, il faut que chaque culture, en fonction de la catégorie d'où elle dépend, atteigne le seuil minimal, en fait. Par exemple, céréales d'hiver, c'est tout ce qui est blé tendre, blé dur, les orges. Il faut un minima 10%, il faut que ça représente 10% des terres rares pour avoir un point. Donc, il faut. C'est surtout fonction du pourcentage que ça représente.
Est-ce que l'enherbement temporaire est éligible pour un interrang de culture pérenne à l'éco-régime? On n'a pas assez encore de précision par rapport à ces interrants sur les cultures permanentes. Ça, on vous fera l'information dès qu'on l'aura, mais c'est pas encore assez détaillé. Il faut savoir qu'au niveau de la PAC, bien sûr, les grandes règles sont définies, mais il persiste encore quelques points de détail à éclaircir. Alors, il y a quelques questions qui sont arrivées entre-temps sur le chapitre qu'on vient de regarder. Donc, pour les légumineuses en mélange, ce qui compte, c'est plus de 50% à la récolte ou au semis? Alors, ça va être 50% au semis. Il faut que la légumineuse soit majoritaire en équivalent graines, en nombre de graines. Et ensuite, sur la densité, normalement, à la récolte, il faut qu'on ait une densité de légumineuses prédominante. Alors, c'est pas facile à déterminer, ça, mais bon, c'est sûr que sur des légumineuses, on est sur de la petite graine, donc c'est quand même assez facile d'avoir une densité légumineuse plus importante, quoi. Et dernière question, est-ce qu'il y a des aides spécifiques pour les PPAM? Non, pas. Non. Là, on est vraiment sur les aides légumineuses classiques comme on a connu, comme on avait jusqu'à aujourd'hui en 2022. OK. On va passer aux aides couplées animales. Alors, vous dire quand même en préambule que c'est vrai que je n'ai pas dit au démarrage, le budget national au niveau de la PAC a baissé au niveau français de l'ordre de 2%. Et comme la volonté était de mettre l'accent sur certaines aides, on l'a vu tout à l'heure sur les DPB, sur le paiement JA, mais aussi sur les protéines végétales, du coup, forcément, on va observer une baisse et ça va se faire au détriment des aides animales. Donc, les aides animales vont quand même globalement baisser. Je vais passer rapidement sur les aides ovines et caprines puisqu'il n'y a aucun changement au niveau des règles. Sur l'aide ovine, c'est toujours un minimum de 50 brebis éligibles. Le ratio de productivité minimum de 0,5 agneaux vendus par brebis par an. Bon, l'aide de base donc de 23 € par brebis pour les 500 premières et 21 pour les suivantes. Et en 27, on finira à 20 € par brebis. Il y a toujours le complément pour les nouveaux producteurs de 6 € par brebis pendant 3 ans. Et il y a toujours également la notion de détention des 100 jours à compter du 1er février avec la possibilité de remplacer. Sur l'aide caprine, les règles non plus ne changent pas. Un minimum de 25 chèvres, un plafond à 400 chèvres. Et en termes de montant, on passera de 15 €, ce qu'on a connu là, à 14 € d'ici 2027. Les veaux sous la mer et les veaux bio, les aides sont maintenues pour les deux. On parle d'un montant à 66 € par veau en 2023 pour finir à 58 € en 2027. Il y a toujours un cahier des charges label ou par rapport au cahier des charges du bio à respecter. Une notion de détention d'au moins 45 jours sur l'exploitation entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année N-1. Les animaux sont vendus pour abattage à l'âge déterminé en fonction du label ou de l'IGP et abattus entre 3 mois et moins de 8 mois pour les veaux bio. Voilà, donc il n'y a pas de changement par rapport à ces aides-là. Et sur les aides animales, on finit avec les aides bovines. Donc jusque-là, on avait d'un côté l'aide bovine allaitante et de l'autre l'aide pour les bovins laitiers. Donc on fusionne entre guillemets les deux et on passe à une aide à l'UGB. Et donc c'est une aide à l'UGB pour les UGB de plus de 16 mois et qui sont détenus sur l'exploitation un minimum de 6 mois avant la date de référence. Alors la date de référence, elle intervient 6 mois après votre déclaration à l'aide à l'UGB. C'est un peu le même principe qu'on a connu sur la vache allaitante et sur la vache laitière. Pour prétendre à cette aide-là, il faudra détenir un minimum 5 UGB adultes. Et donc, je vous ai dit, c'est UGB pour les animaux de plus de 16 mois. Donc, ce qui signifie qu'on va on prendra autant les femelles que les mâles.
Donc là, sur le tableau, on part avec les UGB de démarrage, donc en plus de 16 mois et qui rentrent dans les critères de détention. On va scinder en deux, on va mettre les femelles d'un côté, les mâles de l'autre. Donc les mâles, peu importe le type racial, alors il y a deux niveaux de paiement. Les cases rouges, c'est le niveau supérieur et les cases bleues, c'est l'aide de niveau de base. Donc pour les mâles, on va classer dans l'aide supérieure tous les mâles limités à 1 UGB mâle par mère. Donc qui dit mère dit femelle de plus de 8 mois ayant déjà vélé. Et donc, si on a des mâles en plus par rapport à ce ratio-là, tous les autres sont classés dans l'aide niveau de base. Pour les femelles, d'entrée de jeu, on va mettre toutes les vaches de race lait et mixte dans l'aide niveau de base. Et pour les races viande et croisée et viande, on les met donc à part. Et celles-là, on va les retraiter par rapport à un ratio. Donc, vont aller les femelles race viande croisée, race viande et les croisées viande, toutes celles 2 fois le nombre de veaux nés et détenus plus de 90 jours sur l'exploitation dans l'aide niveau supérieur. Et si on a un surplus de femelles, elles iront dans l'aide niveau de base. Donc au niveau du niveau supérieur, donc on partirait à 110 € de l'UGB en 2023 et on finirait à 99 € par UGB en 2027. Donc je vous ai dit les femelles, bon, c'est à 2 fois le nombre de veaux détenus sur l'exploitation. Les UGB, j'en ai parlé, mais il faut savoir qu'il y a un critère important, et ça c'est valable autant pour l'aide de niveau supérieur que le niveau de base, c'est qu'il y a un chargement maximal à respecter qui est de 1,4 UGB par hectare de surface fourragère principale. Donc ça veut dire que pour les exploitants qui dépasseraient ce chargement, vous auriez au moins une garantie d'avoir 40 UGB qui seraient primés. Voilà. Et il y a quand même un plafond, c'est que par rapport à tout le calcul, le tableau que je vous ai montré au préalable, dans tous les cas, vous ne pourrez pas passer 120 UGB primés au final, hormis pour ceux qui sont en GAEC où la transparence s'applique. Pour le niveau de base, on serait à 60 € et on finirait à 54 € en 2027. Et donc, il faut savoir que là, il y a un plafond sur ce niveau de base. On serait donc à 40 UGB maximum aidé sur ce niveau-là. Il y a des questions à répondre? Non, pas de questions. Pas de questions? On y reviendra après si ça arrive. Donc on passe sur les aides du second pilier, et notamment avec l'ICHN. Alors l'ICHN, il n'y a aucun changement par rapport à ce que vous connaissiez pour les éleveurs qui en bénéficient. Donc la notion d'agriculteur actif, on a toujours les zonages, zone montagne, zone défavorisée simple avec les zones en contrainte naturelle ou en contrainte spécifique. On a la transparence pour les GAEC qui est maintenue. Le seul élément qui change aujourd'hui, c'est de détenir minimum 5 UGB sur minimum 3 hectares de surface fourragère éligible. On était à 3 UGB précédemment. Le respect des chargements mini et maxi définis par zone. Et ensuite, les surfaces éligibles qui sont toujours les mêmes, les prairies, les parcours, etc. Tout ce qui est déclaré en surface fourragère. Donc, au niveau des montants, il n'y a pas de changement sur les montants. Donc, on est toujours sur des montants avec une part fixe à 70 € sur les 75 premiers hectares. Et ensuite, les montants qui sont liés au type de zone et au type de chargement que l'on a. Voilà, il n'y a pas de changement à ce niveau-là. On va passer à l'aide à l'agriculture biologique. Donc, comme vous avez pu le voir, le budget a fortement augmenté, plus 36%, avec un objectif national de 18% de surface en agriculture biologique d'ici 2027. Donc, l'aide, comme on vous l'a dit, est en gestion, est gérée par l'État, plus par les régions, et c'est les DRAF normalement qui devraient gérer les dossiers.
Le montant de l'aide à l'hectare est en fonction de la culture comme précédemment, avec, on peut penser un plafonnement régional qui sera possible en fonction des dépassements de surface et surtout d'enveloppe. Donc, on n'a pas de plafond connu à ce jour. Pour les gens qui voudraient convertir des surfaces en herbe, donc il faut détenir au minimum 0,2 UGB pour pouvoir engager des surfaces et surtout bénéficier de l'aide à la conversion. Élément nouveau, c'est qu'on n'a plus d'obligation de rotation sur les parcelles en légumineuses. Voilà, comme on pouvait avoir aujourd'hui, on peut faire 5 ans de luzerne ou de trèfle si on le souhaite. On n'a pas besoin d'avoir 2 cultures sur les 5 années. Attention, c'est uniquement pour les futurs engagements. Les engagements qui sont encore en cours aujourd'hui, qui ont démarré en 2015 ou avant 2022, ou en 2022, sont des engagements qui doivent respecter 2 cultures en 5 ans. Voilà. Et ensuite, comme vous l'avez dit Camille, quelqu'un qui perçoit une aide conversion bio sur la totalité de l'exploitation ne peut pas bénéficier de l'aide éco-régime par la certification. Il est obligé de passer par une autre voie. L'idée de cette règle-là, c'est qu'on ne peut pas bénéficier d'une aide à la conversion bio plus une aide au bio sur les 110 €, c'est-à-dire plus 30 € dans le cadre des éco-régimes. Alors, au niveau des rémunérations, comme je vous l'ai dit, elles dépendent du type de production. Le montant des aides à la conversion, la seule culture qui a bougé en augmentation, c'est les cultures annuelles qui passent de 300 € à 350 € hectare. Le reste n'a pas bougé. Pour 2023, pour l'aide au maintien, exceptionnellement sur l'Occitanie, on a l'aide au maintien agriculture biologique est maintenue. Il y avait un reliquat d'enveloppe, donc la région va continuer uniquement pour 2023. Et ensuite, en termes de crédit d'impôt, le crédit d'impôt passe de 3 500 € à 4 500 €. Donc, il a augmenté de 1 000 €. Voilà, donc, sur l'aide à la conversion, l'aide au maintien, pardon, en fait, les gens qui bénéficieront plus de l'aide au maintien, on a un niveau la compensation se fait essentiellement par l'augmentation du crédit d'impôt et ensuite les plus 30 € dans le cadre des éco-régimes. Voilà, un élément important et avec de nouvelles évolutions, c'est l'aide, la gestion des risques, donc, et notamment sur les aléas climatiques avec un classement en 3 niveaux de risque. Donc, au niveau des aléas climatiques, on a dans le premier élément de classement, c'est les aléas courants que vous connaissez, où l'agriculteur est assuré par lui-même, s'assure. C'est-à-dire, c'est les contrats, on retrouve là-dedans tout ce qui est assurance grêle, tempête. C'est des contrats avec des franchises qui sont inférieures à 20%. On retrouve aussi dans les aides qui ont pu être données à ce niveau-là, c'est tout ce qui est les équipements de plan de relance dans le cadre aléas climatiques. Les derniers, donc on a des matériels d'irrigation qui avaient été financés, des matériels de protection contre la grêle, etc. Ça, c'est les aléas courants. L'agriculteur s'assure ou ne s'assure pas. Ensuite, on a dans la catégorie 2 les aléas significatifs, donc qui, eux, sont pris en charge dans le cadre de l'assurance récolte aléas climatiques. C'est donc les aides que vous connaissez, les subventions pour la souscription de contrats assurance. Et ça, l'agriculteur le fait ou le fait pas. C'est de son choix. Et ensuite, le dernier niveau, c'est l'aléa exceptionnel qui là, dans ce cas-là, fait appel à la solidarité nationale, donc avec un seuil de déclenchement à 50% de pertes en grande culture en viti, 30% en arbo, et avec un taux d'indemnisation de l'État à hauteur de 90% pour les agriculteurs qui sont assurés pour toute leur culture, donc qui ont des contrats aléas climatiques. Pour les autres, les gens qui ne seraient pas assurés, l'État, en 2023, indemnisera à hauteur de 45%, avec une dégressivité de 5% par an jusqu'en 2025. L'objectif, c'est vraiment d'encourager les exploitants à prendre un minimum d'assurance sur les aléas significatifs.
Autre nouveauté, chaque exploitant devra désigner un interlocuteur agréé. Donc, même pour les gens qui ne sont pas assurés, le rôle de cet interlocuteur, ça sera de gérer les dossiers indemnisation dans le cadre d'aléas exceptionnels. Donc, généralement, ça sera vos compagnies d'assurance qui pourront jouer ce rôle-là. Voilà, parce qu'elles ont les experts, elles ont la compétence dans ce domaine-là. Donc, par rapport à ce plan, on est sur le niveau 2, hein, l'assurance récolte. Donc, on a une augmentation, comme on vous l'a dit Camille tout à l'heure, de l'enveloppe globale hein, qui passe de 150 millions d'euros à 184. Un taux de subvention de l'assurance récolte qui passe de 65% à 70%. Elle a été rehaussée de plus 5%. Et ensuite, des contrats, soit qui sont faits au groupe de culture en fonction d'un rendement, d'un prix ou à l'exploitation, avec des déclenchements si le taux de perte globale de l'exploitation est supérieur au seuil de déclenchement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le seuil de franchise a été abaissé à 20%, il était à mini 25%, il est descendu à 20%. Après, le seuil de franchise, c'est l'agriculteur qui pourra le fixer, on peut aller jusqu'à 40%, et bien, évidemment, plus le seuil de franchise sera bas, plus le niveau de cotisation sera élevé. Alors, le conseil qu'on vous donne, c'est vraiment de vous rapprocher de vos compagnies d'assurance, de vos assureurs, pour, voilà, pour voir comment ça fonctionne, le prix à l'hectare, etc. On va passer maintenant aux mesures agri-environnementales, MAEC. Donc, on va passer assez vite. Donc, au niveau des mesures agri-environnementales, il y a plusieurs dossiers qui ont été déposés au niveau du département avec les nouvelles MAEC. Alors, ils sont en cours de validation. Donc, on a des MAEC polyculture élevage qui reprend l'ancienne SPE, une MAEC eau et sol Garonne-Amont. Alors, c'est des dossiers ça, qui sont en partenariat entre la Chambre d'agriculture et le conseil départemental. On a des dossiers soutien grande culture qui est en cours, qui est suivi par la Chambre d'agriculture, soutien au pastoralisme, etc. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces MAEC sont liés à des zonages. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail là parce que c'est quand même complexe, à des zonages et des cahiers de charges. Donc, en fonction des zonages, vous aurez des réunions spécifiques pour vous présenter les MAEC qui peuvent vous concerner. On va pas, parce que c'est quand même assez long et complexe de rentrer dans le détail. Voilà, et j'ai oublié les MAEC de type apiculture et protection des races menacées sont reconduites. Alors, pour 2023-2024, c'est c'est la DDT qui les gérera. Et puis, après, c'est la région, c'est des dossiers qui sont gérés par la région. Voilà, si vous avez des questions. Il y a deux questions, mais il y a une question, c'est a-t-on une idée de l'aide à l'agriculture bio? On ne connaît De pas. l'aide au maintien? Non, aucune idée. Je pense qu'on va s'orienter vers ce qu'on percevait, ce que les agriculteurs percevaient quand ils l'ont demandé jusqu'à présent, quoi. C'est vraiment un reliquat d'enveloppe, donc voilà. Est-ce qu'on peut bénéficier du crédit d'impôt et passer par l'éco-régime bio? Oui, normalement, il n'y a pas de. Oh, moi, je n'ai pas vu de problème particulier là-dessus. On est sur deux choses différentes. Connaît-on les seuils d'aléas exceptionnels sur les cultures spécialisées? Non, là, je les ai pas là. Peut-être en recherchant, on peut les trouver, mais non, c'est. Alors après, ça dépend des cultures. Hein. Soit elles restent dans le cadre des grammes de culture, et dans ce cas-là, on se retrouve sur des seuils à 50%. Voilà, c'est au cas par cas, quoi. Là, le seuil déclenchement en grande culture viti, on est sur du 50%. Le reste, c'est à 30%. Alors, bon, est-ce qu'on sera sur du 30 ou du 50? Aucune idée. Dernière question, les MAEC sont-elles cumulables avec le PSE? Le PSE qui est sur la vallée de la... Alors, normalement, non, je ne pense pas qu'on puisse cumuler les deux.
mais à vérifier. Voilà, c'est tout comme question. Et donc, on va finir par la conditionnalité. Donc, la conditionnalité, en fait, pour vous rappeler, c'est les domaines sur lesquels vous pouvez être contrôlé sur vos exploitations. Donc, il y a plusieurs domaines. Il y a le domaine, par exemple, sur l'utilisation des phytosanitaires, le domaine sur l'environnement où on retrouve la zone vulnérable, le domaine du BCAE, et après, il y a tous les domaines qui sont liés aux animaux, que ce soit l'identification ou le bien-être animal. Et donc, en fait, quand vous êtes contrôlé, donc ce n'est pas une aide, hein, la conditionnalité, c'est le respect d'une réglementation. Et quand vous êtes contrôlé sur la conditionnalité, s'il y a des anomalies qui sont avérées, du coup, les pénalités s'appliqueront directement sur l'ensemble de vos aides de la PAC. Donc, ce qui est nouveau dans la conditionnalité, je vous l'ai dit en préambule, c'est que les règles du verdissement vont être intégrées à la conditionnalité. Donc, on va le détailler tout de suite après. Et après, vous dire qu'il y a donc un nouveau domaine, le domaine social, qui sera mis en œuvre dès 2023. Donc, ça, c'est la réglementation qui est basée sur le droit du travail. Et notamment là-dessus, en gros, c'est dès que vous faites appel à des salariés, c'est les notions de respect de contrat de travail, toute la réglementation qu'il y a autour de ça. Mais également, dès que vous faites intervenir personnes tierces sur votre exploitation comme des stagiaires, déjà, c'est de détenir le document unique que vous devez avoir sur les exploitations et qui doit être à jour. Et ça, c'est vrai que c'est important de le rappeler parce que souvent, il n'est pas forcément à jour sur les exploitations. Donc ça, on vous incite fortement à le regarder, à le mettre à jour. Et sachez qu'il y a des formations à la Chambre qui sont faites pour ça. Voilà. Donc, on va détailler les trois nouveautés sur la BCAE. Donc, il y a la BCAE 6, c'est la couverture minimale des sols. Donc, tous ceux qui sont en zone vulnérable, il n'y a pas de changement sur les règles. C'est toujours l'application du plan d'action national et par ricochet derrière le plan d'action régional. Donc, les notions de présence de couverture végétale pendant une période de 2 mois. Vous avez des dates d'implantation et de destruction respectées. Tout ça, pour l'instant, ça ne change pas puisque le plan d'action national est en cours de révision. Par contre, le changement, c'est pour tous ceux qui se situent hors zone vulnérable. Il y aura une obligation également de mettre en place une couverture végétale sur les intercultures longues pendant 6 semaines. Et ces 6 semaines doivent être comprises entre le 1er septembre et le 30 novembre. Alors, interculture longue, je vous rappelle ce que c'est vous récoltez un blé et derrière, vous prévoyez une culture de printemps, donc à l'année N+1. Donc, dans les couverts autorisés, on aura forcément les couverts semés, les repousses, le mulch, les cannes ou chaumes. Maintenant, à ce stade-là, on ne sait pas vous dire s'il y aura des seuils à respecter ou pas en fonction des couverts autorisés. Sur la jachère, il n'y a pas de changement. Il fallait déjà qu'elle soit présente au plus tard le 31 mai. Donc ça ne bouge pas. Et pareil pour les surfaces restées agricoles après arrachage de vignobles ou de vergers. Il fallait qu'il y ait un couvert végétal au 31 mai. Ensuite, on a la BCAE 7, donc la rotation des terres arables cultivées. Donc ça, c'est c'est un peu la diversité d'assolement qu'on avait sur le paiement vert. Donc là, il y a 2 critères à vérifier. Il y a un critère annuel qui se joue à l'échelle de l'exploitation et il y a un critère pluriannuel qui se joue à l'échelle de la parcelle. Donc sur le critère annuel, il faudra respecter sur au moins 35% des terres arables cultivées. Donc ce qu'on appelle terres arables cultivées, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est les terres arables, donc sans tout ce qui est culture permanente et prairies permanentes. Mais on va également, dans cette définition-là, on va également enlever tout ce qui est culture pluriannuelle, typiquement comme la luzerne. On enlèvera également tout ce qui est prairie temporaire et jachère. Donc, sur au moins 35% de ces terres arables cultivées, il faudra que la culture principale soit différente de la culture principale précédente. Si on ne peut pas respecter ce critère, dans ces cas-là, il faudra implanter une culture secondaire. Pour les cultures secondaires, sachez qu'il faudra qu'elles soient présentes à minima entre le 15 novembre et le 15 février. Et il y aura une liste d'espèces éligibles qui devrait sortir au niveau national.
j'espère rapidement. Pour le critère pluriannuel, donc à l'échelle de la parcelle, à compter de 2025, sur chaque parcelle de terre arable cultivée, sur la campagne en cours et sur les 3 campagnes précédentes, on vérifiera qu'il y ait au moins 2 cultures principales différentes. Ou bien, c'est pareil, il y aura la possibilité d'avoir une culture secondaire qui soit présente chaque année. Alors, je m'explique. C'est à compter de 2025, mais comme on regarde les 3 campagnes précédentes, ben, les règles sont déjà jouées puisque ça aura commencé en 2022. On regardera ce que vous avez semé en 2022 et déjà en 2023, on sera à mi-parcours. Donc, en 2023, vous serez en capacité de savoir si vous avez déjà eu au moins 2 cultures différentes sur votre parcelle. Ce critère-là, il est non exigé pour le maïs, pour les parcelles en maïs semence, uniquement. Pour le critère annuel, je reviens juste dessus, vous dire que ce critère-là, sur les 35% des terres arables, pour 2023, il ne sera pas vérifié puisqu'on bénéficie encore de la dérogation Ukraine. Donc, on ne le regardera qu'à partir de 2024. Malgré tout, à ces 2 critères, il faut savoir qu'on a des cas dérogatoires. Et c'est quand même les cas dérogatoires qu'on avait avant sur le paiement vert, c'est-à-dire les exploitations qui sont conduites en bio, les exploitations qui ont moins de 10 hectares de terres arables, ou bien celles qui ont plus de 75% consacrées à la production d'herbes et de fourrage herbacé, et ou de légumineuses et ou de jachères. Et aussi, également, ceux qui ont plus de 75% de la SAU avec la prairie permanente et les surfaces herbacées. Et enfin, on finit avec la BCA 8, la biodiversité. Ben, c'est ce qui remplace les SIE que vous connaissez actuellement. Il faudra obtenir un pourcentage d'au moins 4% sur nos terres arables qui soit consacré à des éléments et des surfaces non productives. Et donc, qui dit éléments et surfaces non productives, c'est la même liste des IAE dont je vous ai parlé tout à l'heure à l'écorégime, c'est-à-dire tout ce qui est éléments paysagers, les jachères et les bordures sans production. Si on ne peut pas atteindre ce pourcentage des 4% et qu'on a besoin, par exemple, de prendre en compte les cultures dérobées ou les fixatrices d'azote comme la luzerne, dans ces cas-là, il faudra obtenir un pourcentage de 7%. Et sur 7%, il faudra au moins que j'ai 3% qui soient consacrés aux jachères et aux éléments paysagers. Voilà. Tout ce qui est fixatrice et culture dérobée, il faudra qu'elle soit cultivée sans utilisation de produits phytosanitaires. C'était déjà la règle actuelle sur les SIE. Et sur cette BCA 8, on maintient toujours tout ce qui est haies de moins de 10 mètres de large, les bosquets et les mares de plus de 50 arts, c'est des éléments qui sont protégés, donc vous n'avez pas le droit de les arracher sur les exploitations. Il y a des dérogations possibles, mais il y a une autorisation à demander au préalable et il y aura forcément, dans tous les cas, une réimplantation à faire derrière. Donc ça, c'est à voir avec la DDT. Et enfin, l'interdiction de tailler les haies et les arbres qui étaient déjà en place, la période elle a été agrandie, puisque maintenant l'interdiction se fera à partir du 16 mars jusqu'au 15 août inclus. Malgré tout, pour ce critère-là, les exploitations qui peuvent déroger aux règles, c'est ceux qui ont plus de 75% en gros en prairie temporaire et ou légumineuses et ou jachères, ou ceux qui ont plus de 75% de SAU en prairie permanente et prairies temporaires, ou bien ceux qui sont à moins de 10 hectares de terre arable. Les exploitations bio ne peuvent pas déroger à cette règle-là. Malgré tout, je vous ai dit, je vous ai parlé de la dérogation Ukraine. Donc, je vous ai dit que sur le critère annuel, sur les 35%, donc ça ne serait pas respecté pour 2023. On aurait la dérogation. Par contre, il n'y a pas de dérogation sur le critère pluriannuel. Et sur la BCAE 6, donc les 4% d'éléments non productifs à avoir, en fait, la mise en culture des jachères sera possible, sera autorisée comme on a connu là en 2022. Ça veut dire que vous pourrez déclarer, par exemple, du blé. Vous avez fait du blé sur une parcelle, vous déclarez bien à la déclaration un blé. Par contre, dans les précisions, vous irez chercher la dérogation Ukraine. Au titre de l'éco-régime, si vous avez pris la voie des pratiques agricoles, c'est bien du blé qui sera comptabilisé pour faire le scoring des points. Par contre, au titre des BCAE, c'est la jachère qui sera retenue. Du coup, ce qui permettra en tout cas en 2023 de faciliter peut-être les pourcentages à obtenir.
Et donc, pour finir, vous dire qu'effectivement, les deux structures vous proposent un accompagnement individuel au niveau des simulations. Donc, on peut vous aider à regarder si vous êtes bon au niveau de l'écologie, mais au niveau des autres aides. Ça, c'est possible de façon individuelle, mais également, sinon, en collectif sous la forme de formation avec la Chambre d'agriculture. Et donc, il y a déjà des dates de session qui sont prévues en décembre. Donc, il reste Caraman jeudi prochain, le 15, une prévue à Fronton le 19 décembre et une prévue à Muret le 20 décembre. Sachant que dans les formations, c'est pareil, on fait une simulation individuelle à la fin. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la conditionnalité? Oui. Alors, en zone vulnérable, c'est sur 100% de la surface en interculture longue. Alors, j'imagine que c'est dit avec une surprise, on va dire. Voilà. Oui, c'est à 100% d'interculture longue. Après, si je compare à la zone vulnérable, par exemple, vous avez le droit à 20% de repousse toléré. Là, aujourd'hui, ce n'est pas défini. Je ne sais pas si on a des pourcentages possibles, par exemple, sur les repousses, si on a un plafond. Ces questions-là, on n'a pas ces précisions-là. Mais c'est sur 100% des intercultures longues. Quelle est la date d'application des couvertures minimales pour les terres non couvertes en hiver 2022-2023? 2022, on ne le regarde pas. En fait, c'est toujours l'histoire des couvertes, c'est toujours après la déclaration PAC. Donc, on regardera ceux de l'automne 2023. Qu'en est-il pour les parcelles en maïs semence? Parce que ça, du coup, je pense que la question est arrivée avant que la réponse arrive. Ils ne sont pas obligés de respecter. Ils peuvent faire maïs semence sur la parcelle sans être embêtés par rapport à ça. Et uniquement maïs semence. Quid des bandes de 1 mètre le long des fossés? Je ne comprends pas la question. En fait. Alors, quid des bandes d'1 mètre le long des fossés? Ça, c'est par rapport aux canaux. Alors, je n'ai pas la diapo là, mais c'est par rapport au. Oui, exactement. C'est par rapport à la ZNT. Et en fait, il faut se référer à la carte IGN pour ça, pour savoir quelles bandes sont à mettre en place. Enfin, bandes si vous voulez respecter la ZNT. Mais après, il n'y a rien de plus par rapport à ça. Ça, il faut vérifier la carte IGN pour ça. Mais c'est un travail qu'on a déjà effectué en 2022 puisque les cartes ont évolué, tant sur les BCAE, ça c'est la carte départementale, et pour tout ce qui est ZNT, réglementation ZNT, il faut se référer à la carte IGN. Et ça, c'est des règles qu'on avait déjà en 2022. Et en complément, la notion de mètre a été retirée là, dans la deuxième version du plan stratégique national. Et ensuite, par rapport à ces canaux, c'est le respect des zones non traitées en phytosanitaire qu'il faut regarder, quoi. Donc, on est plutôt sur du 5 mètres non traité ou en fonction des produits, des largeurs plus importantes, et notamment si on n'a pas une bande végétale permanente. Les bandes tampons sont-elles considérées comme des surfaces non productives? Oui. Alors, tout à l'heure, je l'ai dit, c'est les bandes tampons, ce qu'on codifie aussi bordure de champ, et c'est également les bandes le long des forêts sans production. C'est les 3 bandes non productives. Dernière question qui a par rapport avec le sujet que l'on vient de traiter. Est-ce qu'il est possible d'avoir le fichier simulation par mail à la demande? Ben non, c'est pas possible. Parce qu'en fait, derrière, il y a aussi l'accompagnement qui doit être fait et c'est pas possible. Mais par contre, c'est possible de contacter tous les conseillers pour faire les simulations. C'est même recommandé. Donc, s'il n'y a pas plus de questions, on va pouvoir clôturer ce webinaire. On vous remercie à tous pour votre participation.
Et vous aurez le lien assez rapidement avec la présentation qui a été enregistrée. Merci à tous. Bonne fin de journée.